Et si on s'intéressait à l'élection au Nigeria, l'élection présidentielle, Muhammadu Buhari préside désormais aux destinées de ce pays fort peuplé de l'Afrique de l'Ouest. Cet ancien général qui dit être démocratiquement converti revient aux affaires dans un contexte marqué par la corruption, mais aussi par les exactions du groupe islamiste Boko Haram dans le nord-est du pays. Un scrutin couru prenant en compte les aspects de la biométrie, des résultats publiés 72 heures après pour tous les 36 États que compte le Nigeria. Et le messager de dire que le Nigeria parle au Cameroun. Est-ce vraiment le cas? Quelles leçons doit-on tirer de ce moment d'expression démocratique au Nigeria et que peut-on désormais attendre des rapports entre Abuja et Yaoundé? Seront-ils aussi tendus que ceux des rapports entre la presse et les avions chinois MH60? En saisissant le prétexte de la présentation, mieux de la réception de ces aéronefs, la presse a à nouveau évoqué les vives critiques émises par l'opposition. Qu'y a-t-il donc à craindre pour ces avions, pour ce qui est de ces aéronefs? Y a-t-il aussi à craindre pour le système éducatif camerounais? Les lycées du Cameroun peinent depuis une décennie à se hisser au top du classement de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Et cela s'est une fois encore répété cette semaine avec la percée des établissements privés confessionnels et laïcs. Madame, bonjour, messieurs, bienvenue sur Droit de réponse. Droit de réponse est ce programme qui, je le rappelle, se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat ici. Et comme tous les dimanches d'ailleurs, des journalistes, des acteurs de la société civile et des hommes politiques se relaient sur ce plateau pour tenter peut-être de nous faire comprendre ce que la presse, elle, n'aurait pas pu. Merci donc à tous et à toutes d'être là. C'est un dimanche pascal. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Et comment la presse a traité de ces différents sujets d'actualité? Nous repartons dans les kiosques avec notre guide. Tous les dimanches, Cédric Nufélé, bonjour. Bonjour Sandrine. Bon dimanche de Pâques. La presse qui, loin de la religion, s'est intéressée à d'autres sujets d'actualité. Vous l'avez dit dans vos propos liminaires, l'élection d'un nouveau président au Nigeria a suscité diverses analyses dans les colonnes des journaux camerounais cette semaine. Au lendemain de la victoire de Muhammadu Buhari, la Nouvelle Expression constate que pour la première fois, un président nigérian organise des élections et accepte sa défaite, malgré l'insécurité liée à la menace de Boko Haram, malgré les retards dans l'acheminement du matériel électoral. Ce journal précise qu'il y a eu une transparence dans le processus électoral au Nigeria. Pour le Messager, c'est une autre page de l'histoire de ce pays qui a été tournée avec l'élection de ce général à la retraite. Cameroun Tribune relève que le Nigeria a préféré le changement à la continuité. En prenant cette décision, le pays le plus peuplé d'Afrique parle aux Africains. C'est en tout cas l'analyse de la Nouvelle Expression. Ce journal évoque également la réaction de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO souhaite que le Nigeria serve de modèle au Togo et à la Côte d'Ivoire qui doivent organiser des élections présidentielles dans quelques mois. Cependant, le journal Intégration tient une autre analyse. Le véritable vainqueur de cette présidentielle au Nigeria est Barack Obama. Selon Intégration, le président américain a manœuvré dans l'ombre pour faire élire Muhammadu Buhari. Ce journal précise que le directeur de campagne de Barack Obama était le conseiller stratégique de Muhammadu Buhari durant sa campagne au Nigeria. Dans ce contexte, son arrivée à la tête de ce pays suscite des inquiétudes. Dans les colonnes de mutation, Muhammadu Buhari va-t-il respecter les accords de Bakassi? Mutation rappelle que l'homme fort du Nigeria avait tiré les ficelles pour que les autorités de son pays fassent le moins de concessions dans l'affaire Bakassi. Des analystes politiques interviewés dans ce journal ne sont sûrs que d'une chose pour l'instant. L'arrivée de Muhammadu Buhari au pouvoir annonce une reconfiguration des relations Cameroun-Nigeria. Pour les autres tabloïds, cela suscite beaucoup d'espoir. Sur la gestion du dossier Boko Haram, un espoir perceptible dans la lettre de félicitations de Paul Biya adressée à Muhammadu Buhari et publiée dans Cameroun Tribune. À l'occasion de l'arrivée des avions chinois MH60 au Cameroun, la presse a remis au goût du jour la controverse sur la fiabilité de ces avions. La Nouvelle Expression a rappelé cette tentative du SDF d'obtenir une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur le processus d'acquisition de ces avions. Mutation indique que des députés de ce parti de l'opposition avaient déploré l'achat de 2 avions chinois à plus de 34 milliards de francs CFA, alors que le prix unitaire
est de 5 milliards. La nouvelle expression croit que l'objectif de ceux qui les ont commandés est de tout faire pour qu'ils rentrent dans la flotte de Camerco afin de justifier les sommes faramineuses mises en jeu. Ce journal souhaite que les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances à l'Assemblée nationale se saisissent de cette affaire. Cependant, un pilote interviewé dans Mutation pense que le débat est infondé car selon lui, 90% de la constitution de ces avions chinois n'ont rien de chinois. De plus, il confirme l'avantage économique de l'utilisation de ce type d'avion. Dans un commentaire, Mutation dénonce une campagne de dénigrement orchestrée par des députés SDF qui engage un débat aussi délicat, aussi sensible et complexe que l'aviation civile. Mutation pense que Camerco a besoin de ces avions pour redéployer sa flotte dans ces moments difficiles. Terminons cette revue de presse par le palmarès 2014 des lycées et collèges au Cameroun. Cameroun Tribune constate que le secteur privé confessionnel catholique règne toujours en maître, et ce depuis une dizaine d'années. Le privé laïque arrache une place dans le top 5 des meilleurs établissements scolaires au Cameroun. L'Œil du Sahel, quant à lui, se félicite de la présence de 169 établissements du Grand Nord dans ce palmarès 2014. Cependant, ce bi-hebdomadaire reconnaît que la majorité de ces écoles se trouvent parmi les derniers de la classe en 2014. Ils étaient 16 lycées et collèges du Grand Nord, classés parmi les derniers en 2013. Ils sont aujourd'hui 34 écoles, selon le palmarès 2014. Merci à vous, Céline Oufélé. Bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour d'autres sujets d'actualité. Vous l'avez dit, Sandrine. Bon dimanche à vous. Merci. Merci donc à vous, madame, monsieur, d'être avec nous, d'être au rendez-vous, surtout de ce programme dominical avec nous ce dimanche. Place donc à la présentation de nos invités. Emmanuel Kunkegwaba, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à tous vos téléspectateurs. On vous connaît très bien sur les plateaux avec votre verve autour de l'éducation. C'est la fin du deuxième trimestre. Alors, vous direz que le découpage cette année a un tout petit peu respecté ce que l'on attendait. Il vous souvient qu'il y a une année ou deux, on s'intriguait de ce que les congés de Pâques étaient tombés après Pâques. Bon, disons que je ne pense pas que le problème du découpage du calendrier scolaire soit un problème préoccupant. Je pense plutôt que le problème fondamental, c'est qu'est-ce qui est enseigné dans nos établissements, comment est-ce qu'on enseigne. En fait, je veux parler de la qualité de l'éducation. Même si actuellement vous faites 4 trimestres au Cameroun, même 5 trimestres, je ne pense pas que ça va résoudre fondamentalement la question de l'éducation au Cameroun. Et vous savez très bien que dans son dernier discours à la jeunesse, le 10 février 2015, autant pour moi, le président de la République a été très honnête et vraiment il a été franc. Et il a reconnu que pendant longtemps, les gens se sont trompés au Cameroun en pensant qu'il fallait offrir, comment j'allais dire, une grande quantité d'éducation ou bien élargir l'offre d'éducation, ce qu'on appelle la massification de l'éducation, 1, et de 2, privilégier les filières d'enseignement général. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'avait pas besoin que ce soit le président de la République qui le constate. Il y a eu des docteurs et des professeurs d'université qui ont géré l'éducation au Cameroun. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces docteurs et ces professeurs d'université n'ont pas compris qu'il ne suffisait pas de créer des salles de classe, qu'il ne suffisait pas d'augmenter le taux de scolarisation, mais qu'il fallait bien penser à professionnaliser l'école. Très bien. On reparlera certainement du système éducatif tout à l'heure lorsque nous allons évoquer ce classement de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Unai, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Alors, vous connaissez très bien l'univers des avions, on dira comme ça? Oui. Entre autres. Oui, en fait, là j'ai entendu un peu le journaliste parler des équipements qui sont à 90% des équipements non chinois. Mais un avion, c'est pas seulement les équipements, c'est les équipements et surtout le montage, l'association de ces équipements. Et aucun constructeur d'avion ne construit ces équipements lui-même. Boeing achète 60% de ses équipements en dehors des États-Unis. Airbus achète 70% de ses équipements en dehors de l'Europe. La Chine ne peut pas acheter tous ses équipements en Chine, donc va les acheter ailleurs. Le problème, qu'est-ce que nous certifions aujourd'hui quand on veut certifier un avion, qu'il est bon, qu'il est en sécurité? C'est l'association de tous ces équipements que nous certifions. Ce n'est pas les équipements. Les équipements sont déjà certifiés par le fabricant. Très bien. Mais nous certifions plutôt la manufacture.
Alors, on reparlera de cette actualité autour des avions chinois. Peut-être que vous nous aiderez à comprendre ce que l'on devrait entendre par MA60, que peuvent apporter ces avions dans la flotte du Cameroun. Le temps de dire bonjour à Serge Aimé Bikoy. Bonjour. Bonjour Sandrine Amgaye, merci de m'avoir invité. Vous êtes journaliste, vous êtes également sociologue. On vous connaît pour vos parutions dans les journaux ici et ailleurs, et maintenant on parle même des collectifs autour de la paix au Cameroun. C'est alors que le président de la République a quand même félicité et encouragé ces hommes, ces soldats qui sont au front. On le sait, cette semaine, il a signé des décrets pour les encourager en parlant de médailles de valence. Alors, quelle est votre réaction? Bien, c'est vrai que ça rentre dans le rituel que l'on peut davantage constater, au niveau même de l'encouragement symbolique que l'on peut notamment attribuer à ces différents personnages qui luttent corps et âme, notamment sur le sentier de la lutte contre Boko Haram. Mais je pense fondamentalement que moi, je reste encore réservé, parce que moi je me serais attendu notamment que le chef de l'État, organisant notamment une visite auprès de ces différents acteurs qui luttent contre l'âme, qui luttent bon gré mal gré, notamment sur le site de Boko Haram, parce que c'est depuis plusieurs mois qu'il est notamment attendu sur ce sentier stratégique et névralgique, de manière que l'on peut davantage booster ces différents corps. Mais lorsque l'on se situe notamment à l'attribution symbolique de ces différentes médailles, ce sont des actes qui relèvent notamment de l'accessoire. Moi je pense que l'acte fort symbolique que l'on attend notamment du chef de l'État à l'heure actuelle, c'est d'aller galvaniser les troupes, notamment dans la partie septentrionale, à telle enseigne que l'on peut justement constater évidemment que le chef a véritablement pris la parole. Tout récemment, lorsque le président national du SDF allait sur le front, il y a eu des tirs croisés, consistant notamment à montrer que le leader national du parti politique, du principal parti de l'opposition camerounaise, a justement ravi la vedette du chef de l'État. Donc c'était l'occasion opportune notamment pour le chef de l'État. Il s'agissait surtout pour Nidjon Fundi, il avait rendu visite aux soldats du côté de l'hôpital militaire de Yaoundé. Oui, bon, vous savez, ça c'est... Lorsque l'on voit, nous sommes là dans le jeu des symboles, c'est-à-dire que nous sommes là entre deux poids lourds de la scène politique camerounaise, la principale antenne politique de l'opposition camerounaise face justement au chef de l'État, qui cette fois-ci est en train de vouloir, qui est en train d'attribuer notamment ces médailles-là. Mais je pense que l'acte fort, l'acte marquant, voire majeur, à ce niveau, devrait davantage consister à aller galvaniser les troupes sur le terrain, à mon sens. Très bien. Merci donc à vous d'être là. J'espère que nous pourrions avoir Joshua aussi, qui est député à l'Assemblée nationale pour le SDF, qui nous a confirmé sa participation à ce programme. Mais en attendant, on y va avec la première thématique de cet après-midi. On parlera d'abord du Nigeria avec la presse camerounaise qui s'est fortement intéressée à cette actualité. Alors, Serge Mebiko, est-ce parce que la presse camerounaise a perçu les enjeux? Oui, la presse camerounaise de façon globale a perçu les différents enjeux et défis de l'élection nigériane. On l'a remarqué notamment au niveau du traitement des avant-papiers qui ont été notamment constatés à la veille de cette échéance électorale. On l'a également remarqué lorsque l'on a eu les résultats du scrutin. Ces enjeux-là sont pluriels, que ce soit même la lutte contre la pieuvre islamiste et terroriste Boko Haram, que ce soit également le relèvement de la situation économique du Nigeria, qui est aujourd'hui confronté à la baisse drastique des coûts du pétrole, que ce soit également d'autres enjeux non des moindres. Donc, lorsque l'on jette un regard systématique et panoramique, notamment sur les publications de la presse locale, on se rend davantage compte qu'il y a eu un traitement systématique, avec en toile de fond les entretiens qui ont été réalisés auprès des experts, notamment en sciences politiques, notamment en sociologie des relations internationales, et ça montre là la configuration que l'on peut notamment retenir. Et c'est là où l'on a observé, même si la presse, même si les acteurs ne se sont pas déplacés pour aller couvrir ces élections, on a eu notamment un ensemble d'acteurs qui relaient notamment des informations, notamment à travers des chaînes internationales, de même qu'à travers des réseaux sociaux. Toutes choses nous ayant permis d'avoir une vision, peut-être pas approfondie, mais peut-être pas exhaustive, mais approfondie sur le traitement même de l'actualité internationale. Parce que l'on a également relevé au moins 5 catégories d'enjeux relativement à cette élection-là. Et c'est grâce à cela que l'on a eu justement un ensemble d'informations y afférentes. Alors, en quoi la presse était-elle motivée, Emmanuel Konkegwaba, selon vous, au-delà de l'aspect sécurité, est-ce que la presse camerounaise s'attendait ou alors est-ce qu'elle espérait un changement du côté du Nigeria?
Bon, disons que la presse camerounaise doit absolument s'intéresser à l'actualité du Nigeria. N'oubliez pas que le Nigeria est la première puissance économique de l'Afrique. N'oubliez pas également que le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, avec une population estimée actuellement à près de 177 millions d'habitants. Population estimée, parce qu'en 2006, le recensement donnait 140 millions, mais en 2014, c'est estimé à 177 millions. Et un autre élément très important, c'est que le Nigeria est pratiquement le voisin le plus proche. Vous voyez donc que nous partageons un destin commun. Le Cameroun et le Nigeria ont un destin commun. Et tout naturellement, il y a également le contexte de la guerre contre Boko Haram, qui fait que automatiquement, la presse doit s'intéresser à l'actualité au Nigeria. Mais je pense que ce qui marque beaucoup plus la presse camerounaise, et même l'opinion camerounaise de façon générale, et même africaine, il n'y a qu'à suivre les médias panafricains, c'est que on est heureux chaque fois qu'en Afrique, il y a une alternance pacifique. Je pense que, à mon humble avis, c'est ça qui est le point clé dans le fait que la presse ait un engouement à s'intéresser à ce qui s'est passé au Nigeria, parce que on va compter pratiquement au bout des doigts des pays africains où il y a une alternance pacifique. On a peut-être le cas du Sénégal en Afrique de l'Ouest, mais dans la plupart des cas, soit les présidents africains meurent au pouvoir, soit ils sont chassés par des putschs, ce qui n'est pas à encourager, mais c'est des faits. Donc je pense que le fait qu'il y ait eu cette alternance pacifique, le fait que le Nigeria ait montré sa grandeur, sa maturité, je veux dire le peuple nigérien, le fait qu'il y ait eu un professeur d'université qui a été président de la commission électorale indépendante et qui n'a pas cru devoir penser qu'il est une créature de son président de la République, parce qu'on ne demande pas cela à un professeur d'université. On demande à un professeur d'université d'être un éclaireur, d'être quelqu'un qui montre le chemin, qui montre la lumière. Je pense que ce professeur d'université, Tahirou Djega, a démontré qu'en Afrique, il y a des intellectuels et on doit compter sur les intellectuels. Alors, Yuna, quelle est pour vous la perception? Comment vous réagissez à tout ce qui s'est passé au Nigeria cette semaine? Tout à l'heure, on se demandait si la presse camerounaise voyait très bien la chute de Goodluck Jonathan arriver. Enfin, si c'est ma vision, moi c'est tout simplement une leçon que j'ai retenue, n'est-ce pas, des élections au Nigeria, c'est la leçon de démocratie. Ce qui s'est passé au Nigeria, j'espère, devrait nous contaminer, ou nous devrions regarder ou copier ce que le Nigeria a fait. Écoutez, les élections transparentes au Nigeria, je crois que nous tous, on était un peu dubitatifs, on avait un peu peur. On se disait que sûrement qu'il va avoir un problème. Mais nous avons vu des élections transparentes. Surtout, nous avons vu des résultats donnés 72 heures avant. Et nous avons 72 heures après. Et nous avons vu un président de la République, un président de la République appelé, n'est-ce pas, le candidat, le vainqueur, le candidat de l'opposition, lui dire merci, écoute, tu m'as vaincu et tout. Nous avons vu des élections sans trouble. On n'a pas vu, aucune presse, personne ne nous a montré les militaires nigériens en train de poursuivre l'opposition ou en train de poursuivre des groupes. Nous avons vu, comme je disais en troisième partie, c'est-à-dire dans la troisième partie, l'acceptation par le candidat qui a gagné. Pour moi, c'est ce que j'ai retenu. Et où? Dans un pays que nous considère souvent comme un pays désordonné. C'est ce que nous pensons. Le voilà qui vient de nous donner une leçon de démocratie, et ils sont à côté. Nous partageons, je crois, 1500 km de frontières. Si nous étions un buvard et qu'ils étaient de l'encre, on devrait absorber, n'est-ce pas, un certain nombre de choses qui se sont passées au Nigeria. C'est ce que j'ai retenu. Georges Rossi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous arrivez justement lorsque nous évoquons les élections au Nigeria. On s'attend notamment sur l'élection présidentielle. Vous qui êtes un acteur politique, un homme politique, alors quelles sont les leçons principales que vous tirez de cette élection? Tout à l'heure, Yuna évoquait 72 heures après le scrutin, les résultats qui étaient disponibles quand même pour 36 États que compte le Nigeria. Y a-t-il pas des leçons finalement à tirer? Est-ce que le Nigeria vous parle au Cameroun tel que la presse l'a dit cette semaine? Mais je pense au niveau pratique, on voit les bienfaits du bulletin unique que M. Biya ne veut absolument pas accepter parce qu'il ne veut pas qu'il y ait une transition politique au Cameroun. On voit les bienfaits de la biométrie. On voit qu'une élection peut être organisée par
un organisme complètement indépendant et non ce que nous avons ici, qu'on appelle l'ELECAM, qui est dirigé par des gens du régime. On voit que le nombre, on voit qu'on peut y arriver sans attendre, parce qu'au Cameroun, on tend toujours à nous dire qu'il faut y aller progressivement, qu'il faut déjà le multipartisme, et puis ensuite l'ONEL, et puis ensuite ceci, ensuite cela. L'informatisation du fichier, tout cela. Voilà, donc eux, ils ont tout fait d'un coup, et ça a réussi. Et surtout, on voit que la politique, c'est pas la guerre. Il faut accepter les résultats issus des urnes et il faut donner une chance à tous les Camerounais, comme tous les Nigérians l'ont eu, d'aller voter, de choisir ceux qui les dirigent. Je pense que c'est ce que les Camerounais doivent retenir de ce qui s'est passé au Nigeria. À titre personnel, je me réjouis que notre candidat ait gagné, parce que l'APC, l'All Progressives Congress, est un parti sort du SDF. Nous sommes tous membres de l'Internationale socialiste et nous allons les rejoindre le week-end prochain pour fêter cela. Alors pour vous, quels sont les défis immédiats qui s'imposent au tout nouveau président Muhammadu Buhari? Ils sont nombreux. Je pense que la première chose, c'est que la très très grande victoire de Buhari, c'est qu'il a réussi à casser le clivage nord-sud, chrétien-musulman au Nigeria. Il a gagné avec beaucoup plus de voix du Sud que tout autre président issu du Nord avant lui. Je crois qu'il a presque eu la moitié des voix du Sud. Donc je pense qu'il a réussi un grand coup, mais maintenant il faut consolider cela, c'est-à-dire qu'il faut véritablement redessiner un Nigeria qui n'est pas autour des... il faut absolument enlever cette cette vallée qu'il y a entre le nord et le sud, c'est-à-dire que le nord est beaucoup moins développé que le sud. Donc il aura une grosse difficulté, c'est-à-dire étant du nord, comment est-ce qu'il peut accélérer le développement lui-même du nord sans être taxé de régionaliste ou tribaliste ou tout autre mot qui qualifie souvent ce genre d'action. Parce qu'en fait c'est nécessaire, il faut absolument, ce qui se passe dans le nord-est du Nigeria avec Boko Haram, ça vient du fait du manque de développement socio-économique et de la distance que cette partie du pays a du reste. Quant au sud, on veut déjà construire des métros et on construit des nouvelles cités comme à Lekki, à Victoria Island. Au nord, il y a à peine de l'eau, etc. Donc il faut absolument qu'il travaille là-dessus de façon très intelligente sans être taxé de tribaliste ou de régionaliste. Donc ça sera son plus gros chantier. Alors Serge Mebikol, tout à l'heure on a évoqué le Nigeria comme la première puissance économique du Nigeria et on sait très bien que c'est sous Goodluck Jonathan que l'on a davantage perçu ce gros potentiel économique. Est-ce que cet aspect n'aurait justement pas pu plaider en sa faveur? Bien entendu, puisque lorsque l'on se présente notamment à une élection fort capitale comme celle-là, il y a un ensemble d'éléments qui se présentent avec acuité, que ce soit au niveau même des difficultés structurelles et conjoncturelles que l'on peut noter. Parce que lorsque l'on voit notamment sur le plan économique, vous constaterez que la baisse viscérale des cours mondiaux du pétrole était un élément capital justement pour montrer véritablement que voilà au moins un enjeu essentiel que l'on pourra davantage voir dans quelle mesure on peut réaliser au regard d'un ensemble de défis qui se posent avec acuité. Ça, c'est l'un des éléments essentiels. Moi, je pense que c'est plutôt un complexe de déterminants qui devrait davantage permettre à un candidat déterminé de voir dans quelle mesure on peut réaliser tel enjeu ou bien tel autre. Parce qu'au-delà même de la situation éminemment économique qui est marquée du sceau d'une sous-évaluation des différents éléments en rapport avec ce qu'on a relevé tout à l'heure, mais il y a également un défi important au niveau de la lutte contre la corruption, parce que, voyez-vous, au Nigeria, c'est un problème qui se pose avec acuité, parce que même la coalition des différents partis de l'opposition, il y a certains personnages qui sont notamment accusés d'être impliqués dans des présupposées affaires liées notamment à la prévarication ou bien au détournement de tel public ou bien de tel autre. Et là, ça pose un problème. Lorsque l'on voit dans cette constellation d'enjeux, moi je pense que au-delà de cela,
il y a également le palier économique, mais bien plus le palier insécuritaire. Parce qu'à l'heure actuelle, on parle notamment du défi principal qui est la lutte contre l'insécurité, notamment au Nigeria. Et c'est là où justement on va cerner la posture stratégique du nouveau leader, du nouvel homme fort du Nigeria, dans le sens de croiser justement ces différentes forces, aussi bien intérieures qu'externes, qui pourront davantage travailler dans ce sens. Donc, si l'on a un regard essentiellement limitatif ou bien parcellaire sur le levier économique, on pourra avoir une vision limitée ou bien parcellaire, parce que je pense qu'on doit coaliser non seulement les éléments économiques, politiques, sociaux, mais bien plus culturels, à telle enseigne que l'on puisse également parce qu'il y a également la différenciation entre le Sud qui est beaucoup plus, qui dispose d'un ensemble de richesses au Nigeria, comparativement au Nord qui est paupérisé ou bien misérabilisé. Il y a donc là une espèce de Tanga Nord, Tanga Sud qui se présente au Nigeria et qui permet notamment au nouveau président de voir dans quelle mesure on peut renforcer la lutte contre les inégalités de manière à tendre vers une espèce d'équilibrisme entre le nord et le sud qui devrait davantage évoluer sur le même levier, sur le même diapason. Très bien. Alors, Emmanuel Konkegwaba, vous qui êtes quand même enseignant, qu'a-t-il désormais à espérer des relations entre Abuja et Yaoundé? On se souvient très bien qu'à maintes reprises, la presse a annoncé Goodluck Jonathan au Cameroun pour parler des enjeux autour de Boko Haram. Il n'en a pas été le cas. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour les années à venir? Je ne peux pas lire dans la boule de cristal parce que en fait tout dépendra de l'agenda de Muhammadu Buhari. Mais je sais quand même que de par cette proximité qu'il y a entre le Cameroun et le Nigeria, les deux pays sont condamnés à pouvoir mutualiser leurs efforts déjà dans la lutte contre Boko Haram, parce que vous savez que c'est une menace transfrontalière. Un pays tout seul ne peut pas venir à bout de cette nébuleuse-là. Donc je pense qu'il est de l'intérêt du Nigeria et de son président de pouvoir renforcer la coopération au niveau sous-régional. On n'a pas forcément besoin, 50 ans, plus de 50 ans après les indépendances, d'aller toujours aux États-Unis, d'aller au Canada, d'aller en France. Je pense qu'il est temps que les Africains puissent mettre en commun leurs énergies, leurs forces pour pouvoir réussir et le défi sécuritaire et le défi économique. Bon, il est important de signaler que le fait que le nouveau président nigérien soit quelqu'un d'assez charismatique, parce qu'il nous souvient qu'il avait été président entre 1983 et 1985, et il se dit qu'à cette époque-là, ce n'était pas très évident pour les fonctionnaires qui étaient indisciplinés, ou même les étudiants. Donc je pense qu'au moment où l'Afrique est en train d'enclencher une marche vers le développement, il est important que les Africains se mettent ensemble, qu'on sorte de cet individualisme, qu'on sorte de cet égoïsme qui a souvent caractérisé les pays africains. Je pense par exemple à une visite du nouveau président au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'il devrait aller aux États-Unis? Pourquoi est-ce qu'il devrait aller en France? Je le vois plutôt au Cameroun pour venir. Il vous souvient que le président Paul Biya a été parmi les premiers présidents à lui souhaiter, en fait, je lui dis à lui adresser ses félicitations. Donc peut-être c'était un appel de balle, comme on dit, peut-être c'était un clin d'œil, je ne sais pas. Mais si j'avais des conseils à donner au nouveau président nigérien, ce serait de venir au Cameroun pour qu'il y ait ensemble avec son homologue camerounais, qu'il puisse engager les défis, comme j'ai dit, défis sécuritaires, défis économiques. Et peut-être, en venant au Cameroun, il va peut-être aider le président camerounais il va peut-être aider notre président à prendre également cette fibre de rigueur et de discipline, parce que vous savez que l'un des problèmes que nous avons au Cameroun, c'est cette indiscipline. Les fonctionnaires qui arrivent au travail à 10h, à 11h, d'autres même qui n'y arrivent pas, des étudiants et des élèves qui font tout ce qu'ils veulent, des délinquants économiques, parce qu'il n'y a pas que les enfants et les fonctionnaires et les élèves qui sont délinquants. Il y a également des délinquants économiques, des gens qui s'amusent à distraire les fonds publics, et ça fait qu'à un moment donné, tous nos efforts, tous nos talents, toutes nos ressources sont pratiquement gaspillées, dilapidées, et on est obligé d'aller faire recours à l'Europe, on est obligé d'aller faire recours en Occident à des aides. Je pense qu'il est temps que l'Afrique prenne son destin en main. Il y a des gens comme Angel Benvin, il y a des gens comme René Dumont qui ont démontré que l'aide
n'est en réalité qu'un moyen d'assujettissement. Alors, Yuna, on va bientôt sortir de ce sujet. Pour vous, donc, dans la lutte contre Boko Haram, qui décidément intéresse le Cameroun, comment comprenez-vous les rapports qui pourraient désormais exister entre les deux États, à savoir le Nigeria et le Cameroun, pour une mise en commun? Est-ce que l'arrivée de Muhammadu Buhari, d'ailleurs, il a dit cette semaine, il faut éradiquer la secte islamiste Boko Haram. Comment cela devrait se passer avec les autres pays qui sont également impliqués, à savoir le Tchad, le Niger et même le Cameroun? Bon, c'est peut-être un problème de diplomatie pour lequel mon voisin de gauche dit que c'est Buhari qui devrait venir le premier au Cameroun. Moi, je trouve que l'un ou l'autre, faut vraiment pas l'exclure, surtout quand on sait que notre président ne bouge pas beaucoup. C'est un certain nombre de choses qu'on lui reproche, c'est de ne jamais aller chez les autres. Si nous avons un problème et que nous pensons que nous devons régler ce problème, on ne devrait pas rester sur les problèmes de démocratie. Qui va aller le premier chez l'autre? Je dis, si le président Buhari peut venir, pour moi c'est une bonne chose. Mais s'il ne peut pas venir, nous on doit y aller, n'est-ce pas, pour apporter. Parce que pour nous les Camerounais, ce que nous voulons, c'est la solution à nos frontières. C'est-à-dire ne plus avoir Boko Haram qui vient nous harceler. Donc, pour moi, les relations devraient être vraiment des relations simples. J'entends beaucoup de choses. Le président Buhari a été celui qui ne voulait pas, dans l'affaire de Bakassi, laisser des parcelles de terrain. Mais écoutez, c'est un pays. Il est président d'un pays. Il est un membre d'un pays, c'est-à-dire nigérian. Il ne peut pas, à la négociation, commencer à penser que l'autre peut avoir beaucoup plus de territoire que son pays. Donc aujourd'hui que cette affaire-là a été réglée, Bakassi, il y a même de la presse qui a parlé de est-ce qu'il ne va pas reconnaître non, moi je crois que dans la diplomatie, quand un problème est déjà résolu, à moins que vous ne soyez taré ou que vous ne soyez cinglé, vous ne remettez pas en question ce que les organisations internationales ont déjà réglé. Je crois, et ensuite, il ne faut pas oublier que le président Buhari, c'est vrai qu'il avait de la poigne. Il y a 32 ans qu'il avait de la poigne. Avec les 32 ans aujourd'hui, c'est 32 ans plus tard, avec l'âge et la mollesse est arrivée, je ne sais pas s'il a encore la même poigne. Il a quand même 72 ans. Et, oui, non, je dis... Seulement. Pour le Cameroun, c'est seulement. Je dis, il y a 32 ans, il était très solide. Oui. Bon, donc 32 ans plus tard, il commence à ramollir un peu. Il commence à prendre un peu de ride. Donc, mais je pense quand même qu'avec l'expérience qu'il a, par contre, l'expérience est montée. Donc, je crois que le président Buhari ne va pas régler ce problème parce que son premier problème aujourd'hui, c'est Boko Haram. C'est Boko Haram parce que sans la sécurité dans l'État, on ne peut même pas parler de l'économie. S'il veut régler les problèmes économiques, il faut qu'il commence d'abord à régler les problèmes de Boko Haram. Et je ne crois pas qu'il va tergiverser sur les moyens. Alors, un autre enseignement peut-être à tirer avec vous, Joshua aussi. On sait très bien que l'opposition s'est quand même alignée derrière Muhammadu Buhari. C'est une question un peu difficile qui reste encore au Cameroun. Vous direz que entre l'élection au Nigeria et l'élection au Cameroun, tout à l'heure on parlait des leçons. N'est-ce pas une autre leçon pour l'opposition camerounaise? Je ne sais pas de quoi vous parlez parce qu'il y a eu 14 candidats, il y a eu au départ 23. Au finish, 14 candidats. Je ne vois pas une opposition unie avec 14 candidats. On voit très bien qu'il y a une certaine alliance, une certaine compréhension, une certaine complicité qui s'est tissée entre les partis de l'opposition. Bien sûr, ce qui se passe même ici au Cameroun lors des élections. Ce qu'il y a eu au Nigeria, c'est une élection crédible. Et c'est ce que nous réclamons au Cameroun. S'il y a une élection crédible au Cameroun et que M. Biya gagne et que l'opposition est éparpillée, etc., il n'y a absolument aucun problème. Tout le monde va féliciter le vainqueur. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas déplacer le problème. Il y a eu 14 candidats au Nigeria. Certes, il y a eu un candidat qui a pu rassembler avec beaucoup de travail et beaucoup de moyens, beaucoup d'autres candidats ou personnes susceptibles de devenir candidat. Il y a eu beaucoup de fondeurs du PDP qui l'ont rejoint
pas dans son parti, mais autour de sa candidature. Mais cela ne change en rien le fait que ça a été une élection crédible, bien organisée. Et chaque fois qu'une élection est crédible et bien organisée, ce qui est important, ce n'est pas de faire du forcing auprès des électeurs, c'est-à-dire d'imposer un candidat auprès des électeurs, mais plutôt de permettre aux électeurs de pouvoir choisir celui qui pense qui est à même de conduire les décideurs du pays. Et c'est ce qui s'est passé au Nigeria. Et demain, le Nigeria pour vous, quelle est la lecture que vous faites? Tout à l'heure, on parlait de la lutte contre Boko Haram, on parlait également des rapports entre Abuja et Yaoundé, on parlait de la péninsule de Bekasi. Sur les rapports entre Abuja et Yaoundé, il faut pas se voiler la face. Il est très difficile pour un démocrate de travailler avec un dictateur. Très très difficile. Il ne faut pas penser que c'est exactement comme au Cameroun, il y a des régimes militaires à gauche et à droite. Nous n'aimons pas que notre président traîne avec eux. Donc c'est la même chose quand vous avez un président qui est là depuis 30 ans. C'est très difficile pour un démocrate de traiter avec lui. Donc c'est la première des difficultés. Deuxièmement, il faut comprendre que le Nigeria, et il faut l'accepter, le Nigeria c'est le grand frère. J'entendais mon voisin de gauche tout à l'heure dire qu'il fallait que Buhari vienne au Cameroun. Malheureusement, dans les rapports entre les nations, il y a grand frère, petit frère. Il y a des nations plus fortes et plus faibles. C'est pas pour rien que les États-Unis dirigent le Conseil de sécurité. C'est pas pour rien qu'on a besoin de la Russie pour qu'il y ait un minimum d'équilibre international, etc. Donc on peut pas croire qu'on est dans une relation d'égal à égal. Vous avez la première économie d'Afrique à nos frontières avec 200 millions de personnes presque, et nous sommes 10% de ce pays-là, et il faut qu'on prenne cette place-là. Et donc c'est à nous d'aller vers eux, c'est à nous d'imposer notre agenda, c'est à nous d'essayer de faire en sorte qu'on bénéficie au maximum de cette puissance à nos côtés. Donc voilà. Vous pensez que ça aurait dû se passer depuis longtemps lorsque Goodluck Jonathan était au pouvoir? Mais écoutez, je pense que si on était dirigé d'une bonne façon, on n'aurait déjà pas eu tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui. Il faut pas féliciter les gens quand ils arrivent à résoudre le problème, mais plutôt quand ils évitent des problèmes. Je pense que Monsieur Biya a fondé ses 30 années de règne sur la paix. Subitement, on n'est plus en paix et on ne nous dit plus rien. On a vu une élection en 2011 où le seul acquis qui était mis sur la table, c'était le fait que ce pays est en paix. Aujourd'hui, nous sommes en guerre et plus personne ne dit plus rien. Donc, je pense très sincèrement qu'il faut absolument faire une introspection chez nous de ce qu'on veut vraiment et de ne pas nous positionner comme si nous sommes un pays normal. Nous ne sommes pas un pays normal. Nous n'arrivons pas à organiser une alternance pacifique et politique dans notre pays. Donc nous avons des problèmes. Il faut déjà qu'on règle nos problèmes avant d'essayer de régler les autres. Et tant que nous ne pouvons pas, tant qu'il y a cette tension politique en interne, nous ne pouvons pas être en paix avec nos voisins. C'est impossible. Parce qu'il n'y a pas la légitimité nécessaire pour discuter au nom du pays. Très bien, merci donc à vous, très cher monsieur. Je vous propose d'évoquer la seconde thématique de cette édition de Droit de réponse. Nous allons évoquer ces avions chinois, les MA60, la presse qui s'est beaucoup intéressée à ces appareils, surtout sa disponibilité, même la mise à disposition de ces aéronefs. Alors, Serge Bikoy, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi la presse y est revenue accorder une importance quand même capitale à ces aéronefs, simplement parce qu'ils rentrent dans la flotte de Cameco, autre chose? Au premier abord, il faut davantage observer un contexte plus dominant. Les députés siègent à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale et je pense que c'est l'occasion opportune pour les élus du peuple de poser un ensemble de préoccupations importantes de manière à rester davantage éveillés. Et c'est là où on peut davantage remercier certains leaders, notamment des partis politiques de l'opposition, qui restent toujours dans une triple dimension de la vigilance, de la prudence et de la méfiance. Mais au niveau de la vigilance, on peut notamment observer qu'on remet aujourd'hui sur le tapis ce problème, parce que depuis il y a environ quelques mois, c'était toujours le SDF qui avait posé ce problème, notamment dans l'espace public. Mais ce qui m'intéresse notamment dans ce sens, moi je pense que comme c'est une question éminemment technique, on voudrait davantage avoir des experts qui pouvaient davantage trancher la question. Parce que lorsque je vois notamment certaines appréhensions qui ont été notamment présentées notamment dans la presse locale, il y a un problème de fond qui se pose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'aventurer dans
la présentation d'un ensemble de commentaires ou bien d'analyses sur la base d'un ensemble de jugements de valeur, bien sur la base d'un ensemble d'a priori. C'est une question essentiellement technique. Seuls les experts en matière d'aéronautique devraient davantage porter, notamment leur jugement de fait sur la question. Lorsque j'observe notamment cela, et pour répondre également à votre question, il faut notamment observer que les députés se sont notamment focalisés sur le procédé de la réception notamment de ces avions chinois MA60 pour justement voir dans quelle mesure on peut poser un problème de fond, d'une manière qui est un débat sur l'espace public. Et la sollicitation de la commission d'enquête parlementaire est un enjeu fort important pour aujourd'hui constater qu'il est question notamment de réfléchir systématiquement sur ce déterminant. Mais ce que moi j'ai regretté notamment au niveau du traitement de la presse locale, c'est qu'en réalité, on constate fondamentalement que des rédactions s'agglutinent notamment sur des commentaires, des analyses, mais sans qu'il y ait notamment l'intervention d'un expert qui peut notamment nous renseigner sur ce qu'est fondamentalement un avion déterminé. Et c'est la raison pour laquelle on va suivre tout à l'heure M. Nuna qui va nous renseigner là-dessus. Parce qu'on ne peut pas notamment mettre l'accent sur un ensemble d'a priori, de jugements de valeur ou de représentation, alors qu'en réalité, ce sont les experts qui devront se prononcer notamment sur la fiabilité, la durabilité et la sécurité de ces avions. Et c'est là où on peut regretter notamment le traitement qui a été fait notamment dans la presse locale. Alors, Emmanuel Pounkewaba, la presse qui se serait peut-être basée sur des a priori, des préjugés, mais est-ce que ce ne sont pas des arguments qui lui ont été donnés par une classe de la société qui fonde quand même la presse à croire qu'attention, il faut faire peut-être attention à ce type d'avion. Oui, mais la presse est dans son rôle. La presse, je dois dire, on dit souvent que la presse constitue le quatrième pouvoir. Donc il est tout à fait normal que la presse puisse s'intéresser à toutes les questions importantes qui concernent la vie nationale. C'est plutôt le contraire qui nous aurait surpris. Je pense que ce qui dérange un peu lorsqu'on regarde ce dossier, c'est qu'on a l'impression qu'il y a, à mon humble avis, en n'étant pas expert, à mon humble avis, il y a peut-être une absence de transparence. Et vous savez très bien, si je prends une petite image au niveau de l'école, si vous avez un enfant qui est tout le temps tricheur, vous avez un enfant qui est indiscipliné, vous avez un enfant qui est absentéiste et qui passe tout le temps au conseil de discipline, vous voyez bien que le jour où il aura son diplôme ou son examen, sûrement on va le soupçonner. On va le soupçonner d'avoir utilisé des voies pas bonnes. Je pense que c'est ce qui arrive. Vous savez très bien qu'au Cameroun, les gens n'ont pas eu peur de pouvoir, pour leurs propres intérêts personnels, occultes et sectaires, de pouvoir acheter au nom du président de la République un avion qui en réalité ne valait rien du tout. Et aujourd'hui, apparemment, les faits sont là, beaucoup sont en prison. C'est pour dire qu'en fait, on a l'impression que les gens ne se sont pas encore appropriés le système moderne de gouvernance. Je pense que c'est de ça qu'il est question, sans rentrer dans le dossier technique. C'est de ça qu'il est question. Vous savez, lorsqu'on est en 2015, on ne peut pas continuer à diriger un pays comme si on était en 1970. Il faudrait que les gens apprennent à passer des procédures, à effectuer des procédures transparentes. Ce qu'on va voir tout à l'heure pour les avions chinois MA60 peuvent également être valables dans beaucoup d'autres secteurs, où parfois c'est un petit groupe d'individus ou un petit groupe de personnalités qui, utilisant la fortune publique, c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'en fait, lorsque vous êtes ministre, lorsque vous êtes DG, lorsque vous êtes Premier ministre, lorsque vous êtes président de la République, vous n'êtes pas là pour gérer vos affaires privées. Vous êtes là pour gérer les affaires de la nation. Vous êtes mandaté ou nommé pour gérer les affaires de la nation. Donc, on ne peut pas jouer avec 34 milliards, parce que j'ai lu qu'il s'agit de 34 milliards. On ne peut pas jouer avec 34 milliards du trésor public en cette période où le Cameroun a besoin de beaucoup d'argent pour émerger. Et il paraît que ce même avion de l'autre côté, au Congo-Brazzaville, a coûté 7 milliards. Bon, s'il coûte 7 milliards, alors avec 2 avions, ça devait tout simplement, en fait, j'ai quand même quelques éléments mathématiques. Avec 2 avions, ça devrait tout simplement faire 14 milliards. Vous voyez, donc il y a un gap de 20 milliards et il est tout à fait normal que la presse s'empare de ce dossier. Il est encore davantage normal que le Parlement mette sur pied, j'espère que ce sera fait, une commission d'enquête pour pouvoir dire la vérité aux Camerounais. Je ne sais pas pourquoi on a peur des enquêtes. Si c'est vrai, si toutes les conditions sont réunies, les conditions sécuritaires et les problèmes de coût, si c'est vrai, mais que l'enquête donc, qui sera mise sur pied au niveau du Parlement sous proposition d'un parti de l'opposition, que cette enquête donc soit mise sur pied et que la vérité éclate pour que les Camerounais sachent, parce qu'il faudrait qu'on comprenne que les Camerounais ont droit à
c'est-à-dire que les dirigeants ont le devoir de compte rendu. Très bien. Alors, Joshua, si vous êtes député à l'Assemblée nationale et le SIF, justement, a porté un regard sur ces avions chinois. Depuis 2011, nous sommes en 2015. 4 années après, finalement, ces avions sont là. Vous demandez même la mise sur pied d'une commission d'enquête. Vous avez l'impression d'avoir été écouté dans ce dossier depuis ces années? Écoutez, je me suis penché sur le dossier parce que c'est mon domaine d'expertise. Et donc j'ai déposé une proposition de résolution pour une mise sur pied, pour une mise en place d'une enquête parlementaire pour 2 raisons. La première a trait à la dépense publique, c'est-à-dire que je connais le prix de ces avions. C'est une usine que j'ai visitée et ces avions coûtent exactement 4,5 milliards de francs, donc 2 coûteraient 9 milliards. Même si vous avez des packages de pièces détachées et de tout autour, vous arrivez à 12, 13, 14 milliards, mais pas 34,4 milliards. Et donc, 34,4 milliards, il faut le retenir, c'est hors intérêt parce que c'est un prêt préférentiel de la China Exim Bank. Donc, il est évident qu'il y a eu des rétrocommissions dans cette histoire. Et vous savez, des fois, quand les chiffres ne sont pas aussi explicite, malheureusement on ferme les yeux, mais là quand il s'agit quand même d'une différence d'entre 20 et 25 milliards, il y a quand même un problème. Donc c'est le problème fondamental pour lequel nous avons demandé la mise sur pied d'une enquête parlementaire pour savoir comment ça s'est passé. Deuxièmement, ça nous aiderait aussi à savoir comment, parce que si la Chine a pu faire ces rétrocommissions-là avec les avions. Certainement, ils le font aussi avec les barrages et les routes et tous les autres projets que nous ne pouvons pas mesurer parce qu'il est très difficile d'avoir le prix d'un barrage. Donc, ce qu'on vous dit, vous payez. Et le problème qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est que tout ça est fait sur les générations futures de ce pays. Ce sont nos enfants qui vont payer ces dettes-là. Le deuxième volet de ces avions, c'était tout simplement sur la fiabilité et même au-delà de la fiabilité, la nécessité. Dans aucun business plan de la Camerco, il y a une nécessité ou une demande pour ces avions-là. Jamais. Jusqu'aujourd'hui. Le dernier business plan que Camerco a monté en 2014 ne contient pas ces avions-là. Jamais l'armée camerounaise a exprimé la nécessité pour acheter ces avions. D'ailleurs, ils ont été surpris eux-mêmes d'hériter de ces avions que Camerco n'en voulait plus. Donc, comment est-ce que... donc, c'est le deuxième volet de cette enquête parlementaire que nous demandons. Comment est-ce que des individus qui sont censés gérer la fortune de notre pays vont acheter 3 avions que personne n'a demandé? Alors que tous les Camerounais ont besoin des écoles, on a besoin des enseignants, on a besoin des soins des hôpitaux, etc. On va acheter des avions pour 34 milliards dont personne n'a exprimé le besoin. Donc c'est un problème très grave et ça va au-delà. Aujourd'hui, la majorité du RDPC, malheureusement, bloque l'avancée de cette enquête parlementaire-là. Mais la seule façon légale pour bloquer cette enquête parlementaire, c'est qu'il y ait une enquête judiciaire. Donc nous espérons que cette enquête judiciaire va arriver. On était dans une impasse parce que ces avions, le gouvernement du Cameroun a signé la convention de prêt, donc ces avions appartenaient déjà au Cameroun, donc il fallait les rapatrier au Cameroun. Les avions sont maintenant là. Maintenant, il faut qu'on aille voir pourquoi est-ce que ces avions ont été achetés et pourquoi est-ce qu'on a dépensé 25 milliards de plus que ce qu'ils ne valent. Au-delà de toute considération technique, si c'est des bons avions ou des mauvais, tout ça viendra après. Voilà les 2 points sur lesquels notre demande d'enquête est fondée. Alors, Yuna, décidément beaucoup de choses à redire sur ces avions chinois. L'opposition qui critique encore. Mais qu'a-t-il lieu de craindre finalement? Je suis très content d'entendre Joshua donner le véritable prix des avions. Parce que tout le monde parle de 7 milliards, de 6 milliards. 7 milliards, c'est le prix catalogue. Aucun avion n'est acheté au prix catalogue. Tout à fait. Tous les prix catalogues ont négocié entre 34 et 64% de réduction. C'est pour ça que ces avions-là, prix catalogue à 6 milliards 200 millions, ne peuvent coûter qu'aux environs de 4 milliards et quelques. Ça, c'est la première chose.
Ce qui m'inquiète, moi, personnellement, en tant que technicien, c'est vrai que le sénateur Joshua, l'honorable député, l'honorable Joshua ne veut pas rentrer dans ce problème technique. Moi, c'est vraiment le véritable problème qui se pose dans ma tête et pourquoi est-ce que je ne dors pas. Premièrement, le Cameroun, à l'heure d'aujourd'hui, tout le Cameroun, l'infrastructure aéronautique du Cameroun est à 52,13% d'un taux de conformité aux normes de l'OACI sur la sécurité. Le minimum que l'OACI demande à tous les pays, c'est 60%. Nous sommes à 52%. Et rentre dans ce taux de sécurité, de conformité à la sécurité, tout ce qui concerne l'infrastructure aéronautique, y compris les mauvais avions qui arrivent. Lorsque vos avions ne sont pas certifiés comme le MA60, parce que je vous ai apporté des journaux, à Tonga, le dernier avion, le 7 mars 2015 à 16h30, à Tonga, le MA60, l'autorité aéronautique de Tonga a arrêté le MA60 pour une seule raison. Il est devenu une source de contentieux entre les îles Tonga et la Nouvelle. En effet, le MA60 n'ayant jamais obtenu de certification ni de la Nouvelle-Zélande, ni de l'Australie, ni de l'Europe, ni des États-Unis, ni de la Nouvelle-Zélande, poussait les autorités de Tonga à abandonner l'utilisation de cet avion. Ils l'ont tellement abandonné, ils ont arrêté. Et ils disent ici, dans l'autre journal, le Xi'an MA60, qui est notre avion, offert en signe d'amitié par le gouvernement chinois, est considéré par de nombreux experts comme l'appareil le plus dangereux de la planète. Le plus dangereux. Un avion qui n'est pas certifié ne peut pas venir rentrer dans l'infrastructure aéronautique qui est encore en dessous du niveau sécuritaire, du niveau minimum que veut l'OACI. Cet avion est insécure. J'ai entendu quelqu'un dire à la radio et à la télé que l'armée a utilisé, chaque fois que vous avez de l'avion civil, mettez l'armée à côté. Un général ne peut jamais dire que cet avion est bon pour le civil. L'aviation civile ne concerne pas... Il n'est pas du tout qualifié pour parler de l'aéronautique civile. L'aéronautique civile a des règles que l'armée ne respecte pas. Donc, si aujourd'hui, qu'est-ce que nous devions faire? J'espère que l'autorité aéronautique du Cameroun, j'espère qu'il a déjà donné la certification, ce que je ne crois pas. Et même s'il donne, un pays à côté est capable de nous dire que cet avion n'entre pas là-bas à cause du non-respect, n'est-ce pas, sécuritaire. Et d'ailleurs, on a dit ceci. La Nouvelle-Zélande avait alors répliqué en émettant une recommandation que les MA60 représentaient un risque pour la sécurité des passagers, entraînant de fait une chute du tourisme provenant de la Nouvelle-Zélande. Une chute du tourisme. Quand les gens savent à l'extérieur que votre avion n'est pas certifié, les Américains, les Européens, quels sont ceux qui viennent ici? Les Européens et tous ces gens-là. Ils savent que votre avion n'est pas, ne présente pas toutes les mesures, les conditions de garantie de sécurité. Vous êtes obligé de les prendre. Si quelqu'un va à Garoua, vous êtes obligé de le prendre à Douala, même si votre avion est certifié Cameroun, de le prendre à Douala pour l'amener à Garoua. Et bien sûr, le tourisme va en pâtir. Et ce que je voulais surtout dire, c'est que l'autorité aéronautique le sait. Le niveau, moi c'est de ça que je me plains, le niveau de sécurité de notre infrastructure va encore chuter à cause de ces avions. Il est déjà en dessous de 60%, tel que demandé par l'OACI, à 50%. Pour vous dire, les pays comme la Gambie nous dépassent. Les pays comme le Ghana nous dépassent dans la sécurité aéronautique. Les pays comme le Togo nous dépassent. Tous ces pays-là nous dépassent à cause de cette insécurité. Donc ces avions-là, je l'ai dit, le premier jour où le ministre des Transports a dit que ces avions allaient venir, c'était en 2013, je suis passé dans cette télé. J'ai dit que ces avions-là ne sont pas encore certifiés. Et on certifie un type d'appareil. On certifie le type d'appareil. Ce n'est pas les avions de Camer qu'on certifie. On certifie le type. Quand vous fabriquez un appareil, vous le certifiez. Il y a 2 semaines, le Boeing, l'Airbus A330-300 a été certifié pour transporter une masse au décollage de 242 tonnes. Certifié par l'autorité aéronautique européenne et certifié
et ça va être certifié, je crois, dans les 2 prochaines semaines par l'autorité américaine. C'est des organismes qui sont accrédités pour donner confiance que l'avion est un avion sécure. Donc, les MA60, il n'y a personne qui va nous dire, tant qu'ils ne seront pas certifiés, ce sont des avions insécures, qui présentent une insécurité totale, et qui sont d'ailleurs, c'est dit ici, les avions les plus dangereux de la planète. Alors, c'est Jemé Bikoy. Tout à l'heure, on évoquait le travail de la presse. Cela veut dire qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire, mais en même temps aussi, vous avez évoqué comment la presse est partie de ces critiques émises à la fois par l'opposition et même de certains experts. C'est pas des critiques, hein. C'était pas des critiques, on ne critiquait pas. Mais lorsque vous évoquez quand même le coût et tout cela... C'est pas une critique, ouais. C'est pas une critique. Nous mettons des faits sur la table, c'est loin d'être une critique. Alors, ce sont des faits, certainement, on l'a dit, qui ont été relayés par la presse, qui l'a prise pour content, c'est Jemé Bikoy, vous l'avez dit tout à l'heure. Y a-t-il lieu pour la presse de revoir peut-être, et peut-être sur le buffet, y a-t-il pas une certaine psychose qui peut naître tout cela? En fait, il y a, peut-être pas une psychose, c'est peut-être exagéré en le disant, mais il y a un problème de fond. Parce que je me rends compte que des experts qui sont notamment sollicités pour intervenir là-dessus sont idéologiquement, voire politiquement marqués. Parce que tout à l'heure, M. Nyuna relevait le cas d'un général qui est intervenu notamment sur les ondes de la radio d'État. C'est le général Jean Cavlin, au moment que le quotidien Mutation a également interviewé. Je me rends compte qu'il y a un problème de fond. Parce que lorsqu'on lui pose la question de savoir en quoi les avions chinois MA60 sont-ils fiables, les arguments sont, à mon sens, relativement contestables. Parce qu'il ne suffit pas que... Il a évoqué certains aspects. Il dit par exemple que le premier avion MA60 est arrivé en novembre 2012 et a été à l'armée de l'air au ministère de la Défense. Et il dit par la suite que cet avion a été utilisé par le ministère de la Relations extérieures, le ministère de la Défense et d'autres autorités. Moi, je pense qu'il ne suffit pas qu'un avion soit utilisé par certaines autorités officielles pour tester de la fiabilité ou bien de la sécurité de cet avion. Et c'est là où cet argument est balayé de revers de la main. Parce qu'en réalité, on se serait attendu que le général Jean-Calvin Moment nous précisant des indicateurs de fiabilité des avions MA60, chose qu'il n'a pas faite. Et c'est là où ça pose un problème de fond. Et là, on se rend davantage compte que lorsqu'aujourd'hui on sollicite des experts qui devraient davantage éclairer la lanterne des lecteurs, des auditeurs et des téléspectateurs, il faut que l'on fasse preuve au moins d'un minimum de neutralité, même si l'objectivité n'est pas de ce monde. Mais il y a quand même un ensemble d'indicateurs mineurs qui devraient rassurer l'auditoire, le téléspectateur sur un ensemble d'éléments fiables. Et c'est là où ça pose un problème. Parce que lorsque l'on confronte également des constats de faits qui ont été publiés notamment par la presse locale, et sur la base des recherches qui avaient été faites, on constate notamment que sur 90 aéronefs MA60 qui avaient été livrés depuis l'an 2000, 59 sont encore en service, 14 sont en train d'être décorés, sont en train de décorer les hangars de maintenance. Ça pose donc un problème de fond lorsque l'on fait le ratio. Je dis bien sur 90 aéronefs livrés depuis l'an 2000, ça fait 15 ans déjà. 59 sont encore en service selon ces recherches-là et 14 sont en train de décorer les hangars de maintenance. Et lorsque l'on parle... 13 ont fait des accidents. Voilà. Et lorsque l'on parle de sécurité, on parle également sur le plan sécuritaire, 13 ont fait des accidents majeurs, notamment depuis 2009. Là, ça pose donc un problème entre Jean Calvin Moment qui nous fait savoir que depuis 2012, ces avions n'ont jamais été confrontés à des situations insécuritaires. Or, d'autres recherches contradictoires nous font état de ce que depuis 2009, il y a 13 accidents. Alors là, il y a un problème. Alors, que répondez-vous, Joshua, aussi à ceux qui pensent qu'avec l'acquisition de ces MA60 quand même, la flotte du Cameroun, notamment à Cameroun, va quand même se voir relever? Est-ce que cela peut participer d'un véritable décollage au niveau aérien? J'aimerais juste revenir sur le dernier point sur le général Moment. Il est militaire et comme le disait tout à l'heure mon voisin de gauche, l'aviation civile et l'aviation militaire sont deux choses différentes. Donc, au fait, quand les journalistes vont aussi poser des questions à des militaires qui s'attendent à des réponses militaires et pas des réponses civiles. Il estime que si les militaires ont pu utiliser ces avions, ils peuvent également utiliser. Vous savez, il y a des avions de chasse, si vous entrez dans un FA-14, vous décédez dans les 3 minutes qui suivent parce que vous allez accélérer à 3G et vous ne pouvez pas supporter cela. Il faut être entraîné pour ça. La liste des avions, des accidents militaires qui sont arrivés. Donc il y a l'aviation civile et l'aviation militaire, et ici nous parlons de l'aviation civile.
Vous m'avez posé la question tout à l'heure sur le rayonnement de Camerco avec ses avions. J'aimerais répéter ce que j'ai déjà dit. Camerco n'a jamais réclamé ou demandé ces avions-là. Jamais. Jusqu'aujourd'hui. Il n'y a aucun plan de Camerco où ces avions sont intégrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tout comme le plan d'urgence. On ne sait pas du tout ce qu'on va en faire. C'est-à-dire, on ne sait pas si on va faire les lignes du Nord, si on va aller ailleurs. Deuxièmement, il faut comprendre une chose très simple. Ces avions sont arrivés comme une flotte militaire. C'est pour ça qu'ils sont à la base aérienne. Okay? Ces avions, du moment où ces avions sont certifiés par l'aviation civile camerounaise, et d'ailleurs, c'est le moment aussi de féliciter la CCAA, notre autorité, qui fait un travail merveilleux avec beaucoup de pression politique sur eux. Ils ont eu les mêmes problèmes avec le JA à l'époque, qu'on voulait absolument certifier pour commencer à voler alors qu'ils n'étaient pas encore aptes à l'époque. Et aujourd'hui, ils ont les mêmes problèmes avec ces avions chinois. Il faut que les Camerounais sachent que notre aviation civile, l'aviation civile camerounaise, a dans un premier temps refusé de certifier ces avions pour diverses raisons. L'une d'entre elles, c'était que toute la documentation était en chinois. Et aujourd'hui, je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais je constate que ces avions étaient livrés à l'armée de l'air. Ça veut dire qu'ils sont encore sur le registre militaire et pas encore sur le registre civil. Du moment où ces avions rentrent sur le registre civil, s'ils rentrent sous la flotte de Camerco, ça veut dire qu'ils affectent toute la flotte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine mise à conformité de la liste de l'Union européenne des flottes mondiales, le Cameroun va entrer dans la liste noire. De l'EASA, oui. Le Cameroun va entrer dans la liste noire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos avions ne pourront plus atterrir en Europe et nos avions n'auront plus le droit de transporter. En fait, les ressortissants de l'Union européenne n'auront plus le droit d'entrer dans nos avions. C'est la liste noire qui aujourd'hui a affecté et qui a cloué au sol Gabon Airways ou Gabon Airlines et Air Gabon avant cela. Pour plus ou moins les mêmes raisons, des raisons de conformité. Donc c'est quelque chose de très grave qui n'est pas fait à la légère. Et au-delà du fait que quelqu'un a volé 25 milliards de francs, il faut savoir que même en Chine, avec plus de 200 compagnies aériennes, il n'y a pratiquement aucun MA-60 qui vole en Chine. C'est-à-dire que même les compagnies chinoises savent que cet avion est dangereux. Donc il ne faut pas venir ici nous faire des choses que eux-mêmes qui ont fabriqué ces avions ne veulent pas faire. C'est de ça. Et si à un certain moment, et je reviens sur mon propos de départ, si à un certain moment, il y avait une demande d'un avion à hélice, je pense qu'on aurait réuni des experts pour essayer d'acheter l'avion le plus indiqué pour le marché camerounais, si c'est pour Camerco. Et je pense qu'à l'intérieur de Camerco, il y a des gens compétents pour faire ce travail-là, et je vous garantis qu'il n'y a personne à Camerco qui sera là en Chine pour acheter des avions. Alors parce qu'ils savent très bien. Jusqu'ici, le Cameroun ne sait pas. Et juste pour finir, sur un point de vue technique très important, c'est que les MA-60, c'est au fait des Antonov 24 et 26 qui sont interdits au Cameroun. C'est construit sur une licence d'un Antonov 24-26. En fait, c'est un Antonov 24 construit en Chine. Donc c'est la photocopie de ce... L'original est déjà interdit, mais nous on va acheter la photocopie. Donc il faut comprendre tout cela. Vous pensez que le gouvernement camerounais, depuis que le ministre Robin Kili encore, qui était au transport, est passé par là, depuis que les ministres se sont succédés à l'Assemblée nationale, ils ont répondu aux préoccupations, le ministre Emmanuel Nganou-Messi également, qui ont répondu aux questions des députés. Pourquoi le gouvernement camerounais ne s'est-il donc pas rétracté? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'apprécier le choix de poursuivre, d'acquérir finalement ces avions? Quand vous signez une convention de prêt, elle est signée, vous ne pouvez plus vous rétracter. C'est le problème dans lequel nous sommes. Quelqu'un a volé 25 milliards aux Camerounais, et donc il faut absolument savoir qui cette personne est, ou qui sont ces personnes-là. Voilà le problème de fond. Et deuxièmement, nous avons des avions que nous ne pouvons pas utiliser. Nous pouvons peut-être les utiliser avec l'armée, c'est parce que l'armée a d'autres critères de sûreté, de sécurité que le civil n'a pas, et l'armée a d'autres utilisations des aéronefs que le civil n'a pas. Mais nous avons deux problèmes. Un, nous avons des avions inutilisables. Deux, quelqu'un, même avec ces mauvais avions, quelqu'un a réussi à voler 25 milliards de francs aux Camerounais. Et donc le ministre Robin Kili a été on ne peut plus clair devant l'Assemblée nationale. Il a dit deux choses marquantes. Il a dit premièrement, il n'est que la tutelle technique. Il n'a été engagé ni de près ni de loin à l'achat de ces avions. C'est un dossier qu'il a trouvé sur sa table. Et deux, il reconnaît
que ces avions, si effectivement ils coûtent le prix que tout le monde dit, c'est qu'il y a eu surfacturation. Il a dit ces deux choses-là. Et il a demandé qu'on aille voir du côté du ministre de l'économie et du plan. Je me rappelle comme si c'était hier. Jusqu'aujourd'hui, le ministre de l'économie et du plan nous a pas dit grand-chose, mais je sais que le ministre de l'économie et du plan, c'est lui qui engage la République dans les conventions de prêt. Donc, il était dans son rôle régalien de signer ce contrat-là. Quand la présidence lui demande de signer ce contrat, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui ont préparé ce contrat, ceux qui sont allés en Chine, ceux qui ont monté tout cela, ceux qui ont trompé la présidence, ceux qui ont trompé le ministre des Finances, etc., pour qu'on entre dans ce contrat foireux. Alors, cela veut dire, Unai, pour terminer, que c'est de l'argent perdu. Ben, c'est de l'argent perdu. Où est-ce qu'on va le rattraper, hein? La Camer ne peut pas, je vais utiliser, la Camerco ne peut pas subir les avions. Parce que, déjà, pour introduire un type d'appareil dans l'exploitation d'une compagnie aérienne, il faut faire des études. C'est-à-dire, on ne peut pas déboucher aujourd'hui, on vous prend un avion, c'est pas, on n'est pas au quartier Yabassi où on peut vous apporter un coaster, il rentre dans la flotte des voitures qui vont à tel ou tel endroit. Avant, et parce que je l'entends, nous sommes sur le MA60 avec tout ce que ça pose comme problème, mais j'entends autre chose, n'est-ce pas, qui vient des médias. La Camer va bientôt acquérir d'ici la fin du mois d'avril des avions. On n'acquiert pas les avions comme ça. On fait des études d'abord du type d'appareil. Est-ce que ces appareils-là peuvent rentrer dans notre exploitation? C'est toute une technique. C'est toute une technique. Donc, on ne peut pas prendre deux avions comme ceux-là et on vous les balance. Cela veut dire que ce sont quand même des propos qui sont arrivés très vite que le dit que la Camerco va bénéficier très prochainement de ces avions. Est-ce que ça arrivait un peu tard, un peu de façon hâtive? Ne fallait-il pas un peu pour les autorités attendre la certification que vous avez évoquée tout à l'heure? Mais les autorités ne pouvaient pas attendre la certification. Ils l'ont annoncé depuis 2013. Ouais. Ils ont annoncé que les avions viennent. Ils les avaient déjà achetés. Ils les avaient achetés par convention avec Exim Bank. Une fois que ces avions sont achetés, vous savez, on n'acquiert pas un avion sans l'avoir payé d'avance. Ça veut dire que vous payez d'abord tout et on commence à fabriquer. Et c'est ce qui est arrivé. On a tout payé et on a commencé à fabriquer. Vous ne pouvez donc pas vous lever un matin en disant non, non, ce n'est plus mon avion. Mais qui va le prendre? C'est le vôtre, c'est vous qui l'avez acheté. Le Cameroun l'a acheté, le Cameroun va l'utiliser. Tout ce que nous disons, c'est que comme ils sont arrivés, peut-être qu'on va faire pression à la CCAA. Mais je sais qu'au niveau de la CCAA sait que ces avions-là ne sont pas fiables parce qu'ils ne sont pas certifiés. Maintenant, si on voit Camer les utiliser, je dis la conséquence au niveau de l'infrastructure aéronautique chez nous, c'est que notre niveau va encore baisser. Et à la limite, au bout, l'EASA, qui est l'autorité aéronautique européenne, va nous fermer son ciel en disant vos avions que vous utilisez en bout de ligne, parce que ces avions peuvent ne pas aller en France. Mais ce qu'on utilise, puisque nous allons écrire sur nos billets que Camerco va vous transporter de Paris, si vous allez à Garoua, de Paris à Douala, de Douala à Garoua, avec ces avions. Ils vous disent, vous avez des avions qui ne sont pas des avions certifiés, donc on vous ferme notre ciel. Et c'est ça qu'on appelle la liste noire. Très bien. Ah oui, nous allons nous retrouver là-dessus. J'ai juste en 30 secondes, Emmanuel. Mais il y a un élément que nous n'avons pas évoqué là, c'est que lorsque le Cameroun a commandé les deux avions, il y a un qui lui a été offert comme cadeau. Et c'est ça qui, à mon humble avis, confirme que cette transaction doit être suspecte. Vous savez très bien voire douteuse. Elle doit être suspecte, voire douteuse. Vous savez très bien qu'au Cameroun, depuis une trentaine d'années, les fonctionnaires, n'ayant pas peur du mot, ont choisi de spolier la nation. Lorsqu'une salle de classe, selon tous les techniciens, coûte 3 500 000, au Cameroun, on conçut une salle de classe dans un pays pauvre à 9 millions de francs. Vous voyez donc qu'au lieu de 3 salles de classe, on a une salle de classe. Dans un petit village où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, on a construit un CETIC à 400 millions de francs. 400 millions de francs pour construire un CETIC dans un village retiré où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Vous voyez donc qu'on est tout simplement dans un sport où les gens sont habitués à éviter, c'est-à-dire que les gens n'ont pas, les Camerounais, je pense que ne sont pas des vrais Camerounais. Alors, je vous propose, avant de sortir de cette émission, il nous resterait peu de temps d'évoquer le classement, le palmarès des 2014 des meilleurs établissements scolaires. L'Office du baccalauréat du Cameroun qui a rendu public ce classement cette semaine. Et la presse continue de s'interroger autour de la percée
des établissements privés confessionnels et laïques. Pourquoi, Serge Bikoy? On se sera attendu à ce que peut-être ce soit une vieille interrogation de la presse depuis près d'une décennie. Ce sont les mêmes, ou presque les mêmes qui reviennent. C'est vrai, parce que là, ça a la configuration des sentiers battus. C'est-à-dire que des poncifs qui sont toujours relayés lorsque l'on publie un classement d'une telle envergure. L'on a précisé un ensemble de détails, notamment sur les 10 premiers, notamment les collèges d'enseignement confessionnels qui sont en pole position et les lycées qui occupent les 10 dernières places. Ça montre là une dichotomie qui est notamment observée au niveau de la structuration de ce classement pyramidal. Parce que l'on se rend davantage compte que il y a là une différenciation qui est établie, à savoir que il y a des formations de masse, c'est-à-dire dans des lycées, et des formations élitistes, notamment dans des collèges d'enseignement confessionnel. Et là, ça pose un problème de fond, notamment sur le plan de l'orientation et de la définition même du système éducatif camerounais. C'est vrai que moi, je me serais également attendu qu'il y ait un questionnement de la critériologie de ce classement. Lorsque l'on essaie un peu de mettre sur la même balance les établissements secondaires ruraux et les établissements secondaires urbains, ça pose un problème de fond. Parce que vous allez constater fondamentalement que, et manifestement, que dans les établissements ruraux, il y a un problème au niveau du manque criard des enseignants. Il y a par exemple le lycée de technique d'Ayos qui est 1035e, donc en dernière position. Or, j'ai suivi les interventions d'un ensemble d'agents publics, tout récemment sur les zones de bourse nationale, qui disaient que on ne peut pas mettre sur la même pesanteur le collège Jean Tabi qui occupe le haut du pavé et le lycée technique d'Ayos qui est en dernière position. Parce mais si l'on est parti des critères de réussite aux examens officiels, est-ce que cela change fondamentalement quelque chose que le lycée d'Ayos soit dernier et que le collège Liberman, par exemple, de Douala soit premier? Moi, je pense qu'il y a plutôt un autre problème qu'il est question de mettre en relief, lequel, à savoir les différentes inégalités qui se posent avec l'acuité dans le champ éducatif. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est toujours dans la même théorie de la reproduction d'un ensemble de différents, des formes d'injustice. Parce que vous allez constater qu'en zone rurale, les enseignants qui y sont affectés ne veulent pas y aller travailler. Parce qu'il n'y a pas de centre de documentation, il n'y a pas des commodités sociales urbaines leur permettant notamment d'avoir accès à un ensemble de sentiers de recherche. Et c'est la raison pour laquelle les uns et les autres préfèrent conduire notamment leurs études en cycle doctoral, notamment dans les universités, et aller peut-être contre vents et marées, à les dispenser 2 ou 3 heures de cours et à revenir à la ville. Ça pose un problème de fond. Il faut que l'on dote aussi bien les établissements urbains que ruraux des mêmes avantages, des mêmes privilèges sur le plan éducatif, de manière que l'on puisse davantage tabler sur la critériologie des mêmes jalons au niveau de l'appréciation des uns et des autres. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on constate qu'il y a notamment ces formes de discrimination et de disqualification qui sont observées notamment en zone rurale, alors qu'en zone urbaine, il y a justement cet ensemble d'acquis qui sont fondamentaux. Et là, ça pose un problème. Il faut donc que l'office du baccalauréat, qui chaque année fait ce classement, réoriente ou bien reconstruise ces critères. Parce que ces critères-là sont, à mon sens, obsolètes et désuets. Il faut donc réfléchir sur le questionnement même de ces critères, de manière que l'on puisse établir sur les établissements qui évoluent sur les mêmes bases et sur les mêmes sentiers. Alors très bien, pour vous qui observez la scène éducative au Cameroun, lorsque vous voyez des établissements privés laïques, des établissements privés qui relèvent du confessionnel, est-ce qu'on peut véritablement comprendre aujourd'hui pourquoi ils continuent d'observer cette percée? Une décennie quand même, c'est important. Bon, enfin, moi je voulais, avant de répondre à cette question, revenir un peu sur ce que M. Bikoy a dit. J'ai essayé de regarder ce classement. Et pour moi, les critères dans la grille d'évaluation que l'office du bac prend, il n'y a qu'un seul critère. J'appelle ça un critère élitiste, n'est-ce pas, de pourcentage de réussite. Tout à fait. Parce que pour moi, le Camerounais, écoutez, je vais vous donner les chiffres. Le collège Jean Tabi présente 283 à l'examen, admis 282. 99,65%. C'est très bien. Ça, c'est élitiste. Par contre, le lycée polyvalent de Bonabéry, 2774 présentés. C'est l'établissement qui a présenté le plus d'élèves. Et dans cet établissement-là, 1190 ont été admis. C'est vrai qu'ils ont 1584 réfugiés, mais ils ont fait passer le plus de Camerounais
aux examens cette année. 1190. Aucun autre établissement n'a atteint ce nombre. Aucun autre établissement. Mais c'est Tabi, Jean Tabi qui est en pole position. À cause du critère qu'on a choisi. Je ne dis pas que c'est un mauvais critère, mais il est incomplet. Il faut le compléter. Parce que si vous ne le complétez pas, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va permettre à un lycée comme le lycée de Polyvalent de Bonabéry de ne pas prendre 2774 candidats, ou le lycée général Leclerc 2116 candidats, de ne pas les prendre, de prendre seulement 1062 candidats, parce que c'est eux qui vont passer? C'est ce que font les autres collèges qui sont au-dessus. Quand vous faites un concours pour rentrer à Liberman, moi tous mes enfants sont passés à Liberman. Quand vous faites un concours pour rentrer à Liberman, vous êtes une élite, vous êtes mais bien sûr, il n'y a que nous qui pouvons payer chez Jean Tabi. Tous les élèves qui vont à Polyvalent ne peuvent pas payer chez Jean Tabi ni au collège Vaux. Parce que quand vous regardez les concours même d'entrée, vous vous rendez compte que dans ces établissements, les gens échouent au concours d'entrée en 6e avec 14 de moyenne, 15 de moyenne. Parce qu'on veut 62. Et les 62 premiers, s'il y a 62 premiers qui partent de 14 à 18, on prend les 62 premiers à Liberman. C'est comme ça. Et les autres vont partir au lycée Jos. Et le lycée Jos a une mission de l'éducation nationale. C'est celle de ne pas laisser tous ces enfants-là qui viennent forcément, quand ils vont arriver au bout, ils ne vont pas avoir les résultats de Jean Tabi ou de l'autre. Voilà. Donc il faut trouver, pour moi, à part ce critère de pourcentage, il faut trouver un autre critère. Quel est l'établissement qui a fait passer le plus de Camerounais aux examens? Parce que c'est ça que nous, les parents... Sur le plan quantitatif. Sur le plan quantitatif. Alors, cela veut dire qu'il y a peut-être encore beaucoup de choses à redire sur les classements effectués par l'Office du baccalauréat du Cameroun ces dernières années. Et le constat a déjà été fait. Les établissements privés, à la fois laïcs et confessionnels, continuent d'être les premiers. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas également s'interroger sur ce qui peut être vu comme les faiblesses des lycées? C'est à moi? C'est à vous, Joshua. Je pense que ce classement est bien parce qu'il nous démontre un très gros problème. C'est celui de la faillite de l'école républicaine, de l'école publique. Et ça fait 10 ans que ça dure. Et donc cette faillite, moi je l'appelle même un apartheid social installé par ce régime qui nous gouverne. Il ne faut pas se mâcher les mots. Aujourd'hui, si vous êtes né dans une famille pauvre à Bepanda, ou à Meganga, ou à Mulundu, ou à Kumba, vous avez beaucoup moins de chances de devenir médecin que si vous êtes né dans une famille aisée à Douala ou à Yaoundé. Et voilà le fond du problème. Tous les Camerounais, le jour de leur naissance, devaient avoir les mêmes chances d'arriver au sommet. Et c'est ça la République. Et c'est ça qu'il faut absolument rétablir. C'est une question urgente et une question pressante et une question très importante. Et cette ségrégation qu'on est en train d'installer nous amène droit vers le mur. Si aujourd'hui ou si demain on a des problèmes majeurs dans notre société, ça ne serait pas le fait d'une tribu contre une autre, ça serait le fait de ces clivages sociaux qu'on est en train d'installer et qu'on installe malheureusement durablement. Ceci étant dit, les critères de classement peuvent être revus, mais moi je prends celui qui nous donne, c'est-à-dire le taux de réussite. Et je trouve que quand je regarde ce taux de réussite, et quand on regarde qui fréquente ces écoles-là, il est quand même aberrant que ceux qui sont censés diriger nos écoles publiques, c'est-à-dire que ceux qui nous gouvernent ont tous leurs enfants dans les écoles privées, ont tous leurs enfants dans ces meilleures écoles-là. Et quand ils ne réussissent pas dans ces meilleures écoles, ils vont à l'école américaine ou à l'école française, etc. Il faudrait quand même qu'on revienne à la réalité. Si vous voulez diriger le Cameroun, envoyez vos enfants dans les écoles que vous dirigez. Pourquoi est-ce que vous laissez tomber les écoles? Pourquoi vous laissez tomber ces écoles publiques et vous envoyez vos enfants ailleurs? Pourquoi est-ce que ceux qui nous dirigent sont incapables d'aller se faire soigner à la Quintini? Pourquoi ils vont tous en clinique privée? Alors que c'est eux qui sont censés savoir qu'il faut améliorer les plateaux techniques de nos hôpitaux. Quand ils n'y vont jamais en tant que malades, ils ne peuvent pas le savoir. Donc il faut absolument qu'il y ait un minimum de justice sociale qui revient dans cette République. Et il faut absolument qu'on essaye de régler ce problème que nous démontre à merveille cette liste-là. C'est-à-dire qu'il y a
une élite qui s'est accaparée des bienfaits de la République et le reste du pays paye le prix. Avec vous, Emmanuel Konkegwaba, est-ce qu'on pourrait donc aujourd'hui évaluer, tout à l'heure on a évoqué les forces des collèges privés, laïcs ou confessionnels. Tout à l'heure on parlait également de cette différenciation qu'il y a entre ces établissements et les établissements publics. Pour vous, quel est le constat qu'il faut faire? Est-ce qu'au-delà de cet aspect lié au mérite ou encore au taux de réussite, on peut quand même s'interroger sur la qualité des enseignements qui sont dispensés? Bon, et il est important d'apporter beaucoup de précisions et j'espère qu'il y aura un grand débat sur les classements, l'office du bac ou les palmarès. Ça ne peut pas le faire en 5 minutes là. La première précision très importante, c'est que les programmes sont communs au Cameroun. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on est au lycée de Kolofata, au lycée de Nkonjo ou bien au collège de Jean Tabi, on a subi les mêmes enseignements, on a subi les mêmes programmes. Bon, tant pis s'il n'y a pas eu des enseignants de mathématiques à Kolofata. Voilà. Et en ce moment, il faudrait aller interroger qui est responsable, qui est celui qui doit envoyer des enseignants à Kolofata. Ce n'est pas l'office du bac. Donc ça, c'est le premier élément. Mais comme tout à l'heure, l'honorable a dit, le député, ça vient quand même montrer qu'il y a des problèmes. Et c'est l'un des mérites de ce classement que ça vient montrer qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas le classement qui crée des problèmes. Parce que lorsque vous avez un thermomètre, ce n'est pas le thermomètre qui crée la fièvre, mais le thermomètre tout simplement montre le degré de la fièvre. Donc premier élément, les programmes sont communs dans toute la République. Deuxième élément, l'examen est au niveau de l'élève moyen. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on fait un BPC, un baccalauréat ou un probatoire, ce n'est pas au niveau de l'élève du collège VOC. Ce n'est pas au niveau de l'élève du collège Libéral. C'est au niveau de l'élève de Tcholéré. J'étais au lycée de Tcholéré. Ça veut dire que je connais l'arrière-pays du Cameroun. Je sais de quoi je parle. Donc, c'est au niveau de l'élève moyen. Troisième élément, c'est que, contrairement à ce que les gens pensent et disent, ce ne sont pas les lycées, les lycées UP, c'est-à-dire lycée Jos, lycée Leclerc, lycée de Coleton, lycée d'Aqua. Non, ce ne sont pas ces lycées-là qui arrivent en tête depuis 15 ans. Depuis 15 ans pratiquement, parce qu'on a parlé d'établissements confessionnels tout à l'heure, on va y revenir. Ce n'est pas depuis 10 ans, c'est depuis 20 ans, parce que 95, regardez bien 94, 95. 93, il y a la double baisse des salaires à la fonction publique, ce qui fout l'enseignement public dans une crise profonde. En 94, il y a la dévaluation du franc CFA et ça fait donc qu'il y a une démission, n'ayons pas peur du mot, une démission du travail au niveau du secteur public en général et de l'enseignement. Donc j'ai donné 3 éléments tout à l'heure, les programmes communs, examen au niveau de l'élève moyen et les établissements des zones rurales. Je rappelle que le premier lycée cette année, c'est le lycée de Ngoulmakon. Mais qui connaît le lycée de Ngoulmakon? Lorsque j'arrive quelque part, les gens ne savent même pas où est Ngoulmakon. On s'attendrait au lycée Jos. C'est dans le sud. Le lycée Jos et le lycée Leclerc, je précise bien, ont toutes les infrastructures du monde, ont tous les meilleurs enseignants, ont beaucoup d'argent, les lycées de Douala et de Yaoundé. Mais l'année dernière, c'était le lycée bilingue de Bouddha. Je ne sais pas, le lycée bilingue de Bouddha, vous allez vous attendre plutôt au lycée classique de Bafoussam. C'est pour dire qu'en fait, l'objectif du classement, c'est quoi? Ou des palmarès, c'est d'amener les canards boiteux, c'est-à-dire ceux qui n'utilisent pas de façon rationnelle les moyens de l'État à le faire, c'est-à-dire les chefs d'établissement, 1. Et de 2, le classement interpelle les décideurs. Parce que si on n'a pas envoyé un enseignant en Konjo, il faut désormais le faire. Si on n'a pas envoyé un enseignant à Kolofata, il faut désormais le faire. Mais il y a une question fondamentale que vous avez posée 2 ou 3 fois sur qu'est-ce qui est le secret des établissements catholiques qui occupent le haut du pavé depuis 20 ans. Parce que j'ai dit c'est depuis 1995 qu'ils occupent le haut du pavé. Il y a déjà le fait qu'il y a l'environnement familial. Parce que ces enfants-là sont dans des familles telles qu'ils peuvent bien manger, ils peuvent avoir des familles aisées. Etc. Donc il y a l'environnement familial et deuxièmement, il y a un environnement scolaire favorable. C'est-à-dire que les cours commencent le premier jour de la rentrée, il y a la discipline, vous avez un chef d'établissement qui n'est pas un pédant, qui n'est pas hautain, qui respecte tout le monde et l'objectif de l'office du bac voudrait donc que les proviseurs aussi essayent d'être comme ces prêtres, ces pasteurs des collèges professionnels. Bref, qu'ils s'arriment également. Non, qui font un management transparent et moderne, parce que c'est de ça qu'il est question. Alors que de l'autre côté, il y a beaucoup, surtout dans le privé laïque et dans les lycées, les gens font un management de caniveau, pratiquement, et ça donne les résultats que nous avons. Très bien, merci à vous Emmanuel Konkegwaba, la question passion, on y reviendra certainement. Merci à vous très chers messieurs, merci Yuna. Nous remercions également à l'honorable et les travaux se poursuivent à l'Assemblée nationale. Encore beaucoup de jours encore à passer là-bas. Et merci également à Serge Mebikoy. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève cette édition de Droit de réponse. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous retrouve dimanche prochain. Au revoir.